Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h en direct, si vous nous suivez en live ou sur vos box, à la télévision et en replay bien sûr, avec notre plateforme bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est un jour de publication de Job Report aux États-Unis avec des chiffres qui ont un peu choqué à nouveau le marché puisque l'économie américaine, selon les chiffres publiés en début d'après-midi, a créé 336 000 emplois. Au mois de septembre, c'est le plus gros chiffre de création d'emplois pour l'économie américaine depuis les chiffres de janvier, qui étaient supérieurs à 500 000, avec en plus un effet de révision à la hausse pour les chiffres d'août et de juillet. Au total, 119 000 créations d'emplois supplémentaires sur les 2 mois précédents, alors que les mois d'avant, on voyait plutôt des révisions à la baisse sur les premières estimations de création d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage est stable à 3,8% et on notera une légère modération en matière de salaire avec une progression du salaire horaire moyen sur un an qui s'établit à 4,2% contre 4,3% le mois précédent. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme du Bois et la réaction de marché qui ne s'est pas faite attendre avec des taux qui connaissaient une forme d'accalmie depuis quelques heures qui sont repartis assez violemment à la hausse. On a vu 5,05% sur le 30 ans américain, on a vu quasiment 4,90 sur le 10 ans américain et le dollar également qui tentait de se stabiliser, qui lui aussi est reparti irrésistiblement à la hausse. Voilà donc pour les mouvements de marché. Les actions restent sous pression dans ce contexte, même si on note une stabilisation en fin de séance pour les actions européennes avec un CAC 40 qui préservera sans doute en clôture le niveau des 7000 points. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous avons rendez-vous une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, avec les équipes de Clartan Associés pour détailler un cas d'investissement. L'analyse du jour nous amènera à parler du dossier Nvidia et c'est Nicolas Decaux, gérant chez Clartan, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, c'est Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission avec Comme du Bois. La Bourse de Paris, comme les autres marchés actions, reste sous pression ce vendredi après la publication du rapport officiel sur l'emploi pour le mois de septembre aux États-Unis. Le mois dernier, la première économie mondiale a créé 336 000 emplois. C'est bien plus que les 170 000 attendus par le consensus des économistes. Le taux de chômage reste stable à 3,8% et la hausse des salaires, elle, se modère à 4,2% sur un an en septembre contre 4,3% en août. Dans le sillage de cette publication, les taux américains sont repartis à la hausse et les actions à la baisse. Du côté des valeurs, Alstom continue de chuter après s'être effondré hier de 38% suite à l'annonce d'une réduction de sa prévision de cash flow libre pour l'année fiscale. L'équipementier ferroviaire accuse une nouvelle baisse aujourd'hui jusqu'à 3,5% au cours de la séance. À l'inverse, le secteur bancaire en Europe s'est plutôt bien comporté aujourd'hui. Crédit Agricole progresse jusqu'à 2,3% au cours de la séance. Le groupe bancaire a annoncé hier le lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires portant sur un maximum d'environ 26,84 millions de titres. À noter cette information du Wall Street Journal selon laquelle ExxonMobil serait proche d'un accord pour accueillir Pioneer Natural Resources, spécialiste de l'extraction de gaz et de pétrole de schiste. Le montant de cette opération pourrait se chiffrer à 60 milliards de dollars. Ce serait la plus importante acquisition pour Exxon depuis 1999, date de son rachat de la compagnie pétrolière Mobil, pour 81 milliards de dollars. Lundi, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle en Allemagne pour le mois d'août. Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Comme du Bois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Arnaud Morel est à nos côtés ce soir, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi d'accueillir également Alexandre Baradez à nos côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Chef analyste chez IG. Et Benoît Pelloual nous accompagne également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes désormais directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bon, ça reste la maison Natixis. Félicitations pour ce nouveau poste au sein de l'univers Natixis. Benoît, les chiffres de l'emploi, évidemment, comme chaque premier vendredi du mois. Alors,
Des chiffres importants, évidemment. Je sais que l'emploi est souvent perçu comme étant un indicateur un peu retardé, que l'économie américaine a pu continuer de créer des emplois en 2007-2008, quand bien même, techniquement, l'économie était déjà en train de s'affaiblir. Néanmoins, 336 000 créations d'emplois, si on regarde juste le chiffre brut des non-farm payrolls, c'est le plus gros chiffre depuis janvier maintenant. Ouais, c'est un chiffre marquant qui va justement relancer les espoirs et la possibilité de réaliser le soft landing, parce qu'en parallèle, on a les chiffres notamment des salaires, où il n'y a pas spécialement d'accélération des salaires, même au contraire, ça se modère encore un tout petit peu. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu le chiffre à court terme que adore voir la Banque centrale américaine. Maintenant, il faut quand même relativiser. Il y a eu aussi l'enquête ADP qui donne un message qui est quand même très très différent. On évoque régulièrement les ajustements statistiques. Il y en a eu dans tout l'appareil statistique américain qui pose parfois quand même question. Le chiffre du mois précédent est quand même sérieusement révisé. Ouais. Les 2 mois précédents, c'est plus 120 000 quasiment. C'est ça. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est encore une fois de regarder sur les chiffres de l'emploi. C'est souvent des indicateurs très retardés. Il y a aussi beaucoup de bruit entre les chiffres d'un mois sur l'autre. Quand on regarde en tendance, il n'y a rien de spécialement surprenant à ce qui vient de se dérouler. Quand on évoque le séquencement de ce qui se passe historiquement, on a d'abord les demandes d'allocation chômage qui touchent leur point bas. Ça se poursuit pendant quelques mois, on a une tendance où ça remonte justement, et c'est ensuite seulement où on a le taux de chômage qui lui touche son point bas. C'est généralement autour de 7-8 mois plus tard que le taux de chômage touche son point bas. Et décolle. Et c'est exactement ce qui vient de se produire en réalité. Les jobless claims avaient atteint leur point bas en septembre l'année dernière. C'est, je crois, en avril où le taux de chômage touche son plus bas. Depuis, ça remonte un petit peu. Et ce qui est assez notable, c'est que généralement, c'est 2-3 mois plus tard où les marchés actions touchent leur point haut, justement. Et c'est quasiment au mois près ce qu'on vient de vivre sur les 6 derniers mois, sur les 7-8 derniers mois. Donc, je pense qu'il n'y a rien. Il ne faut pas non plus faire d'un seul chiffre, avec autant de révisions, une vraie tendance. Il faut essayer de prendre un peu de recul et de regarder vraiment ce qui se passe. Je pense que l'histoire n'est pas complètement changée pour les marchés de l'emploi aux États-Unis. C'est qu'il y a un début timide de normalisation du marché du travail américain. Ça prend du temps et ça, il y a plein de raisons qui l'évoquent. Et il y en a une notamment qui me semble assez importante et qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent. C'est qu'on a un marché de l'emploi tendu aussi, en partie en trompe-l'œil, parce qu'on a une productivité qui est faible. Et ça, la plupart des pays développés sont confrontés à cela. En France, on a un taux de chômage qui est quasiment au plus bas depuis le début des années 80. Mais en réalité, c'est simplement parce qu'on est tous beaucoup moins productifs. En réalité, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc, on a besoin d'employer plus de monde. Donc ça nourrit justement d'un point de vue conjoncturel de l'inflation. Et aux États-Unis, il y a une partie qui s'explique par ça. Ce qui est intéressant et ce qui plaide pour une poursuite malgré tout de la normalisation du marché du travail, c'est que la productivité est en train de se retourner. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis... Q2, on a vu des chiffres assez forts. C'est assez notable. C'est-à-dire que les entreprises américaines, enfin, sont en train de se dire, justement, j'ai pas fait trop attention à ma productivité, j'ai eu tendance à essayer de retenir mes salariés parce que j'ai quand même eu du mal. Un peu moins embaucher et essayer d'augmenter, d'intensifier la productivité de la force de travail que exactement, et aussi probablement parce qu'on est en train de voir que l'économie va aussi à un moment atterrir. On va voir quelle sera la forme d'atterrissage, mais qu'effectivement il va falloir protéger maintenant la marge. On a eu très facilement tendance à faire passer les hausses de coûts dans les prix, c'était assez facile, ça va devenir un peu plus compliqué, et donc il faut faire un peu plus d'efforts de productivité. Donc je pense que ça remet pas en cause la tendance, mais c'est vrai que sur le court terme c'est un chiffre qui devrait plutôt plaire. Oui, ça crée du bruit, on l'a vu sur les réactions de marché. Alors les taux sont un peu revenus depuis, mais on voit tout de suite des mouvements assez épidermiques autour de ce chiffre de création d'emplois. On aura le CPI américain la semaine prochaine, mais à ce stade, c'est un rapport sur l'emploi qui peut permettre à la Fed de maintenir un statu quo encore le 1er novembre prochain, selon vous, Benoît ? Oui, mais ne pas non plus en rajouter sur le côté restrictif. Effectivement, c'est tout à fait possible. En fait, ça ne change pas grand-chose en réalité, et de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, vu des marchés qui sont un peu sous pression, un peu nerveux depuis quelques temps. Bon, Alexandre ? Mais c'est vrai que on a une semaine qui a été assez contrastée finalement, parce que si on regarde le marché des matières premières, lui il envoie un signal plutôt de défiance économique, parce que non seulement il y a justement du pétrole, mais qui était plutôt sur un excès, on a décrit ça, très ponctuel par rapport aux autres matières premières. Il y a que le pétrole gros qui avait décollé, alors que le reste était plutôt flat depuis 6 mois, et là on a le pétrole qui rechute ce niveau initiaux, mais le reste qui suit aussi, le cuivre, les métaux industriels ou autres, et ça c'est un peu paradoxal, parce qu'on a vu une Chine plutôt s'améliorer au niveau du PMI, mais les matières premières qui prennent un coup de baisse
assez sensible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu des indicateurs cette semaine. Alors, l'ISM Service était en ligne avec le mois précédent, mais quand on creuse à l'intérieur, on se rend compte que la partie nouvelle commande a sèchement décroché, 57 et quelques, on arrive à 51. Donc, on se dit que d'un côté, le marché repère des signaux qui peuvent être des signaux, effectivement, un peu de crainte, de ralentissement, plutôt côté US cette fois-ci. Et parallèlement à ça, effectivement, les signaux, alors est-ce que c'est lag ou pas, peut-être un petit peu sur l'emploi, qui là sont assez surprenants. Et c'est vrai qu'on a eu ce rebond aussi sur les Jolts en début de semaine qui a été assez marquant. Mais c'est vrai que pour autant, la Fed est quand même toujours un peu dans son plan de vol pour l'instant, parce que l'idée, la Fed, c'est pas de ramener un taux de chômage énorme ou de dégrader l'économie. Il y a une poche d'emplois vacants qui reste encore assez conséquente. En gros, pré-Covid, il y avait 7 millions d'emplois vacants, enfin de postes ouverts, toutes catégories confondues, 7 millions. On est monté à des 12 millions et quelques. On retombe en dents de scie, comme ça, un peu sous neuf, on remonte un peu au-dessus de neuf, mais le momentum est quand même là. Donc cette poche, on va continuer à se vider, sans du coup faire remonter le taux de chômage probablement. Les créations d'emplois peuvent continuer un petit peu. Et c'est vrai que ce que disait Benoît, c'est la question des salaires. Ça, c'est intéressant, c'est que les salaires ne repartent pas. On est même sur un plus bas en termes de progression depuis 2 ans maintenant. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de pouvoir de négociation du côté des salariés aujourd'hui, oui, Alexandre ? Ça ressemble un peu à ça, parce que même si on regarde des rapports type Challenger, par exemple, sur les licenciements, on voit que depuis 2 mois, le mois dernier, c'est un peu plus fort. Là, c'est 45 000, c'est un peu moins, mais on a quand même décollé du bottom. C'est-à-dire que ça recommence à virer un peu côté US. Donc, les pièces, ça semble quand même plutôt bien pour un ralentissement, peut-être un peu de récession, mais on est quand même pour l'instant toujours plutôt sur un scénario de soft landing à ce stade. Il y a quelques données sur les consommateurs qu'on a regardées aussi, ou dans les enquêtes sur les consommateurs, les estimations d'inflation n'ont pas trop bougé, mais la confiance, les anticipations des consommateurs à 6 mois notamment, là aussi, sont pas mal dégradées. Donc, on a l'impression vers ce ralentissement. Là, vous voyez, après le rapport sur l'emploi, les taux courts, par exemple, on était en gros à 5,05 sur le 2 ans court. Taux moyen, 5,05, on est monté à 5,14, et là où on se parle, on est à 5,07. C'est revenu, Voilà, c'est revenu. Donc, on a l'impression que si la courbe doit se repentifier ce qui va être le cas très probablement, ça va plutôt se faire par des stats US et peut-être matières premières un peu moins bonnes, donc la pente va se faire et les taux longs vont se stabiliser à un moment donné et on aura cette repentification qui va se faire. Donc après le mouvement de repentification par les taux longs, on peut voir aussi à un moment peut-être la partie courte de la courbe s'abaisser un petit peu. Voilà, et sur des bas de data, mais qui du coup alimenterait l'idée que la Fed, à un moment donné, dans quelques mois, va commencer à, non pas pivoter physiquement, mais à pivoter en termes de rhétorique un petit peu probablement. Comment on s'y retrouve dans tout ça, Arnaud ? C'est vrai, non, mais la lecture macro, ça fait un moment d'ailleurs qu'on peut lire un peu ce qu'on veut. Ceux qui sont persuadés que la récession arrive et que ça va être le hard landing, ils trouvent toujours des éléments pour nous dire que ça arrivera, même si c'est reporté. Et ceux qui pensent au soft landing, voire au no landing, peuvent encore trouver dans des chiffres comme celui-là, effectivement, de quoi imaginer que peut-être une croissance sous le potentiel, mais sans plus pour les États-Unis l'an prochain. Une croissance sous le potentiel, mais une croissance quand même. Bah oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le scénario, on va dire, de no landing qui est quand même favorable, clairement, qui est pricé aujourd'hui, en tout cas sur le marché obligataire. On le voit quand même, la résilience des marchés actions. On le voit encore cet après-midi sur les chiffres du NFP, où on a des taux quand même qui se calment un peu, un Nasdaq qui repasse dans le vert après avoir un drawdown important. Donc quand même, il y a une satisfaction, il y a un scénario qui se matérialise, en tout cas de no landing. En tout cas, c'est ce qu'achète le marché aujourd'hui. Après, on va être dépendant des macros, des indicateurs macroéconomiques, notamment le CPI la semaine prochaine, et ça pourrait être salvateur pour peut-être avoir un bottom, en tout cas sur la partie longue américaine, et un aplatissement de la courbe des taux. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour les actifs risqués, notamment pour avoir un peu d'air, on va dire, sur cette fin de cycle. Donc des choses intéressantes et constructives. Et en plus, sur les marchés actions, on a des opportunités qui arrivent, qui sont naissantes. Donc ça, c'est les points importants. Et sur la partie longue, là, comment vous expliquez que le mouvement semble ne pas s'interrompre ? Alors, il y a des petites pauses, des accalmies de quelques heures, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant quand même, c'est le côté un peu bulldozer du truc, quoi. Sur 10 ans, 30 ans, ça s'arrête pas, quoi. Il y a vraiment, depuis quelques semaines, ça a commencé cet été, mais c'est vrai que l'intensification du phénomène de la correction sur les parties longues obligataires ces dernières semaines soulève quand même des interrogations. Tout à l'heure, sur les chiffres NFP, justement, on a les taux, on a le 2,30 qui est repassé flat, point important, on est repassé à 15 BP entre le 2,10, donc plein de choses qui sont intéressantes. Sur la partie longue, pourquoi on a une poussée ? On n'est plus qu'à 15 BP d'écart entre le 2 ans et le 10 ans. On était à moins 100. On est allé à plus de moins 100 sur l'inversion de la courbe des taux 2 ans, 10 ans aux États-Unis. Et pour nous, le mouvement principal, ça vient du mouvement, on va dire, de l'intervention de la Banque centrale du Japon le 28 juillet, où à partir du moment où ils disent, ils avaient déjà remonté leur fourchette d'intervention sur la partie longue à 0,50, ils ont dit on peut aller jusqu'au 1%. On a vu quand même les mouvements, et c'est un des catalyseurs à la hausse aujourd'hui. En tout cas, les deuxièmes points aussi, c'est... Ce qui se passe au Japon,
Non, mais attendez, c'est connecté. Se répercute sur l'ensemble des marchés obligataires mondiaux. Les plus gros détenteurs aujourd'hui de dettes américaines. Donc des choses importantes. On l'a encore vu il y a 2-3 jours quand l'IN fait 150. Ah oui, stoppé tout de suite. Oui. Voilà, il y a des rachats. De l'autre côté, on peut avoir des ventes aussi sur la partie bons du Trésor américain. Les Chinois, on le voit, achètent beaucoup moins depuis 2 ans quand même la dette américaine. Donc c'est peut-être aussi en raison du conflit et des tensions sino-américaines. Mais voilà, donc il y a vraiment une position sur les flux. Et n'oublions pas un point important, c'est que sur le dernier trimestre de l'année, on a quand même des échéances importantes de bons du Trésor. Ça représente pratiquement 1% des bons du Trésor en circulation. Donc c'est quand même une offre énorme. pléthorique. Et même si on peut ajouter une dégradation de la notation pour Moody's, c'est la moins bonne des agences, mais il y a plein d'éléments aujourd'hui, notamment les flux, aussi la conjoncture avec un atterrissage de l'économie, en tout cas qui est pricé en no landing aujourd'hui, et après les mouvements de la BOJ qui sont quand même importants. Sur le mouvement de la courbe aux États-Unis, c'est normal de voir. Donc bear steepening, c'est une correction par la partie longue. C'est les taux longs qui montent quand les taux courts aujourd'hui bougent assez peu. Le 2 ans reste stable, effectivement un peu au-dessus de 5%. L'autre mouvement qu'on aurait pu avoir, c'est ce qu'on appelle le bull steepening. C'est-à-dire c'est une pentification de la courbe, mais avec un rallye obligataire sur la partie courte, notamment de la courbe, dans l'idée que la Fed baisserait ses taux, ce que le marché ne cherche plus à jouer aujourd'hui, visiblement. Non, beaucoup moins, mais c'est un peu ça la différence, c'est que c'est un peu l'histoire différente par rapport à l'année dernière. C'est que là, maintenant, c'est plutôt la partie longue de la courbe qui fait le mouvement. Déjà, une repentification après une inversion aussi notable de la courbe des taux, c'est pas bon signe. Il faut bien garder en tête que quasiment toutes les récessions depuis les années 60 ont vu le même mouvement précéder le basculement en récession. C'est généralement le compte à rebours avant le vrai basculement en récession. En moyenne, encore une fois, c'est toujours des données historiques, mais ça se repentifie d'à peu près 100 points de base et ça dure entre 8 et 10 mois, cette repentification. Là, on a fait plus de 60 points de base et ça fait 4 mois que ça se repentifie. La grosse différence, c'est ça, c'est que ça se repentifie avec des taux qui sont globalement plus élevés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la moins pire des configurations, en réalité, puisque quand c'est l'inverse, avec des taux qui ont tendance à baisser, c'est qu'on anticipe vraiment quelque chose pas bon qui arrive sur le cycle économique. Et ça a coïncidé, par exemple, avec des crises importantes, comme c'est ce qui avait précédé la bulle TMT, ce qui avait précédé 2008. C'est-à-dire qu'on redoute, en réalité, même si scientifiquement ça se discute, mais on redoute probablement un enchaînement très négatif sur la dette, des défauts, du risque systémique. Et donc, au final, cette menace de croissance pendant longtemps assez faible, parce qu'on doit se désendetter, etc. Là, ça ressemble plus à quelque chose qu'on voit dans une récession habituelle, c'est-à-dire, et nous on prend souvent comme référence cette période-là, la fin des années 80 et début 90, où on a effectivement ce bear steepening, donc cette pontification à la hausse, qui probablement précède le freinage de l'économie. Maintenant, si on revient sur le mouvement des taux longs, c'est vrai que l'analyse est de dire que ça intègre maintenant plus que l'insuffisance de remontée des taux de la Fed, c'est probablement le fait qu'on va les maintenir longtemps plus élevés, que ça se matérialise dans la partie longue. Ça, c'est probablement un volet du questionnement lié au taux long aux États-Unis. Si on regarde juste le pricing, aujourd'hui, d'après les fondamentaux, on n'arrive pas à justifier le niveau du 10 ans américain. Moi, quand on fait l'exercice, on a un taux fondamental qui est plus de 100 points de base en dessous du taux actuel. D'accord. Pour le justifier, il faudrait un dérapage inflationniste en réalité. Il ne faut pas juste une persistance de l'inflation, il faudrait que l'inflation remonte de 2 points. Et il faudrait que la Banque centrale relève ses taux de, non pas une fois, mais 2 fois. D'accord. Pour justifier à peu près le niveau actuel. Je comprends. C'est pas complètement improbable. Vu l'état actuel, c'est pas non plus, sachant que le pétrole est en train en plus de corriger, c'est pas ce qui se profile immédiatement. C'est pas ce qu'anticipe le marché. Les anticipations d'inflation de marché ne bougent pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous on pense qu'il y a une autre dimension du questionnement des marchés qui est reflétée dans les taux longs plus élevés, c'est cette absence de consolidation budgétaire dans l'ensemble des pays développés. Aux États-Unis, on va avoir un déficit plus important que l'année dernière, d'après le Congressional Budget Office, avec une trajectoire qui est pas bonne pour les années à venir. On a eu le budget français, le budget italien, etc. Et c'est pas tant uniquement ça fait longtemps qu'on dépense beaucoup, mais c'est que ça arrive au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on va devoir émettre beaucoup de dettes, alors que les principaux acheteurs de la décennie ont disparu, c'était les banques centrales. Et elles réduisent la taille de leur bilan, c'est-à-dire qu'elles revendent du papier. Donc il y a un vrai problème justement d'offre et de demande probablement sur le marché obligataire. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est un peu plus inquiétant. On ne mesure pas justement le phénomène, les conséquences de la réduction de la taille du bilan des banques centrales. On va probablement le découvrir avec la séquence actuelle, mais on ne mesure pas tous ces conséquences sur le fonctionnement du marché obligataire. Et quand on est acheteur non contraint, aujourd'hui,
on n'est pas intéressé par voir du 10 ans américain à près de 5%. Enfin, si, c'est quand même, malgré le déficit américain, il reste, comme le disait un intervenant cette semaine, les États-Unis restent quand même au sommet de la pyramide financière mondiale, quoi. Évidemment. S'il y a une dette qui doit être sûre, c'est quand même la dette américaine. Et on a une vision qui est relativement prudente en plus sur le cycle économique. On pense que l'économie va freiner avec un probable passage en récession. Donc effectivement, c'est tentant de voir ces niveaux sur les taux. Maintenant, encore une fois, les risques, c'est que effectivement, cette récession soit plus grave que prévu, parce qu'il y a le risque de perdre le contrôle pour les banques centrales, c'est-à-dire que le resserrement se fasse par la partie longue de la courbe et un emballement à la hausse des taux. Et donc au final, on resserre finalement les conditions financières beaucoup plus que ce qu'on souhaite, et donc c'est accepter une récession plus grave plus tard. Mais il y a aussi une dimension plus compliquée, qui est le risque d'un événement de crédit. Ce qui nous pose problème, c'est la vitesse, notamment de ce mouvement, avec une telle vitesse. Il faut bien avoir en tête que les marchés obligataires, ils ont baissé du fait de la hausse des taux autant que les marchés actions en 2008. Si on prend 50% de baisse, c'est ça. Forcément, à un 46. Moment ou à un autre, quelqu'un risque d'avoir mal quelque part, quoi. Le problème, c'est de savoir qui et quand. Mais c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on peut avoir ce type d'événement. En fait, on est en train de tester ce qu'on appelle le risque d'irréversibilité des politiques monétaires ultra accommodantes. On est en plein dedans, justement. Est-ce qu'on peut en sortir après 15 ans de QI? C'est ce qu'on est en train de tester. C'était QI Infinity, je me souviens, QI Forever. Exactement, et en fait, on doit en sortir et on essaye. On a tous vécu là-dedans pendant des années. Le risque pour la stabilité financière, je me souviens plus alors à combien était le taux directeur de la Fed au mois de mars, mais ils étaient peut-être 100 points de base plus bas, grosso modo, au moment de l'événement SVB. Bref, on est 100 points de base plus haut sur les taux directeurs, les taux longs sont quasiment à 5%, donc on est quand même sur des équilibres bien supérieurs à ce qu'on connaissait en mars quand SVB a craqué, et j'ai l'impression que c'est un risque. Alors je sais pas, le marché y pense, mais on n'a pas l'impression que ce risque est aujourd'hui dans le marché là. Non, moi j'aime bien le comparatif. J'ai fait une analyse récente là-dessus sur l'épisode en gros post-choc obligatoire de 87. Finalement, la période qu'on traverse actuelle peut ressembler un peu à ça. Finalement, vous regardez le choc à l'époque, donc 87, énorme mouvement. Ensuite, on a donc d'abord aplatissement, inversion et repentification. Si vous prenez la partie post-87, donc en gros de 88 jusqu'à 92, c'est une période qui englobe toute cette partie inversion et repentification. Vous avez une phase de récession de 8 mois correspondant à la guerre du Golfe, moins 1,5 sur le PIB américain quand même, donc c'est quand même quelque chose. Mais le SP500, à partir du moment où ça commence à se repentifier, il a pris entre le début et la fin de la repentification 40%. Parce qu'il a aussi beaucoup baissé en 87. Mais on peut aussi dire, mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ça. C'était un crack obligataire beaucoup moins rapide que 87, mais c'était quand même ce qu'on appelle ça un crack, mais en tout cas, c'était un choc obligataire malgré une descente aux enfers. Exactement. Oui. Et donc, ça peut ressembler à ça. Le gros du stress obligataire, on l'a vécu l'année dernière, et finalement, on va repentifier, mais moi, je ne crois pas effectivement au scénario de bulle Internet ou supra. Je pense qu'on a quelque chose qui peut plutôt ressembler à la période des années 90, quelque chose qui peut consolider. En fait, le SP500, moi, j'ai vraiment l'impression que le top, on l'aura évidemment, mais que le point bas, je pense, ça peut constituer une zone de range, en fait, très large, comme ça, que l'on va varier pendant pas mal de temps, avant de sortir par le haut. Mais l'histoire du vague ABC, où on aurait A, B, et puis un C beaucoup plus profond, là, il faut effectivement un dérapage complet, c'est-à-dire une récession, les banques centrales qui ne réagissent pas. Il faut quand même rappeler que ce qu'on a là, c'est un réajustement des périodes post-Covid, en fait. Si c'est pour remettre tout le monde en récession, alors qu'on avait fait ça pour en sortir ou éviter la phase de récession, ça ne servit à rien en fait. Les banques centrales ne peuvent pas durcir au point de ramener l'économie en récession profonde, alors qu'on en sort à peine et que ça coûterait à nouveau extrêmement cher de ressortir l'économie d'une récession. Donc mieux vaut réussir le soft landing, et c'est pour ça qu'on a discuté de ça l'autre jour. Il y a presque une obligation de réussir le soft landing. Oui, comme vous dites, elles sont condamnées à réussir le soft landing. Oui, mais sur le risque pour la stabilité financière, c'est pas forcément un risque qu'elle maîtrise parfaitement bien. Enfin, SVB, 6 mois avant, même la Banque centrale de San Francisco disait tout va bien chez moi, pas de problème. Et puis boum, ça pète. Ah oui, on avait mal surveillé. Voilà. Mais la réaction est différente maintenant. On réagit très très vite. Évidemment. Et je pense que c'est un point fondamental, c'est que la question se pose pas. C'est que dès lors, et c'est ce qui fait pour moi. Donc l'épisode SVB finalement a été une réassurance pour tout le monde. Les fonds anglais, en fait, et aussi en Europe, ce qui s'est passé. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi des taux longs à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est-à-dire que le marché short duration se dit finalement s'il y a un problème. En tout cas, c'est ce qui fait, à notre sens, la différence entre probablement un passage en récession normale et les crises très graves qu'on a vécues ces dernières décennies. Arnaud, comment est-ce qu'on explique alors oui, la résilience des indices actions. Alors, ça baisse un peu. Les actifs risqués sont sous pression. C'est ce qu'on dit tous les jours, quasiment. On connaît la mécanique, le niveau des taux, impact, les valorisations des marchés actions. Mais
Là, voilà, on va finir en hausse, finalement, quasiment peut-être de 1% ce soir en Europe. Écoutez, en fait, ça bouge quand même pas mal dans le marché. Voilà, on est en bas des ranges, ce que disait Alexandre. Mais voilà, ça bouge énormément dans les secteurs. Enfin, vous avez un grand gagnant de l'été, c'est les banques. Vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, encore. Mais qui a beaucoup de volatilité dans les portefeuilles quand même. On le voit sur les premiers jours du mois d'octobre. Par contre, vous avez beaucoup de valeurs industrielles qui se sont faites attaquer. Vous avez les valeurs longues en duration, notamment les utilities, et à travers aussi, parce que vous avez un biais énergie renouvelable qu'on peut développer, mais voilà, qui sont attaqués assez fortement en bourse. Et vous avez toute la partie staples qui est fortement attaquée, que ce soit aux États-Unis, en zone économique européenne. Donc ça bouge énormément en termes de sectoriel. Et on en parlait tout à l'heure, les petites et moyennes capitalisations, on voit quand même, c'est assez dur. On pèse pratiquement 10% sur l'Europe, sur les small caps. Ce qui est dur, c'est de les voir encore baisser. C'est-à-dire qu'elles baissent de 10%, pourquoi pas, mais je ne sais pas de combien. En fait, elles ne montent plus depuis j'arrive même plus à m'en souvenir. De voir encore ces indices small baisser à Paris et en Europe. Alors, ça tranche avec on a les valos aujourd'hui, le Nasdaq, quoi. Les valos, elles sont revenus sur les niveaux de quasi 2011. Donc voilà, on a gommé quand même pas mal de choses sur les petites et moyennes capitalisations. Nous, on le perçoit aujourd'hui comme une reconstitution de prime de risque sur cette classe d'actifs, puisque aujourd'hui, vous avez des taux plus élevés, c'est des sociétés pour se développer qui ont besoin de se financer, c'est des sociétés qui sont quand même un peu plus endettées que les autres, moins d'accès au crédit aussi que les grandes capitalisations. De facto, une prime de risque qui se reconstitue dessus, donc une liquidité aussi qui est moins parfaite que sur les grandes capitalisations. Donc ces points-là nous font dire que c'est ce qui se passe. C'est la même chose aujourd'hui que sur la zone émergente et notamment sur la Chine, où on peut se dire que c'est difficilement investissable, en tout cas directement sur cette zone-là. Donc il y a plein de choses qui se passent sur cet univers-là. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements dans le marché intrasectoriel et sur certaines classes d'actifs. Ouais. Alexandre, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé cette question, mais c'est difficile de savoir si on est en bull ou en bear market. Si on regarde le Nasdaq, alors évidemment, il n'y a pas photo, le Nasdaq 100, il est encore à plus 35, je crois, depuis le début de l'année. Le Nasdaq Composite doit être à plus 25, mais le Nasdaq 100, il est à plus 35. Et puis, si on regarde le S&P équipondéré, toutes les valeurs ont le même poids, là, c'est du 0, voire du 0-, même peut-être maintenant. Les indices small cap, alors là, c'est peut-être un bear market absolu. Enfin, c'est d'un marché à l'autre. On n'a pas du tout les mêmes indications. Non, mais ça, peut-être qu'il y a un œil qui commence à arriver, qui commence à se retourner vers la Chine un petit peu, peut-être, parce qu'il y a quand même des cycles qui ont été très désynchronisés post-Covid. La Chine a connu une période absolument terrible sur ses marchés, alors que d'autres marchés étaient à la verticale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un œil du côté de la Chine où finalement on se dit, bon, ils ont été en souffrance entre les tours de vis réglementaires, le Covid mal géré, les confinements, etc., les guerres commerciales, la géopolitique. On commence à avoir des tout petits signaux. Alors, ça arrive d'abord par des signaux qui sont négatifs et moins négatifs qu'avant. Ouais. Alors, commercial, l'exportation qui se replie est moins qu'avant, les importations qui se replient moins qu'avant. Une appréciation négative. Voilà. C'est toujours dans le négatif, mais un peu moins mauvais. Et les PMI qui s'améliorent un tout petit peu. Donc, est-ce que, et on parle des small, est-ce que l'éclaircie n'aurait pas aussi, pour certaines small un peu exportatrices, si la Chine commence, je ne crois pas à un redémarrage comme ça, parce que ça, c'est ce que le marché a déjà joué, en tout cas en Europe, sur le début de l'année, mais une stabilisation en bottom un peu large, et est-ce que ça ne peut pas, du coup, être boué pour certaines valeurs un peu plus peut-être small et ou industriel. C'est vrai qu'on a un mauvais exemple avec Alstom récemment, mais globalement, vous regardez même un indice européen, Stock 600 Industrie ou autre, on en a parlé ensemble, moi je pense que le potentiel de baisse va de plus en plus limité là-dessus. Ça devient asymétrique là, ce que vous décrivez sur les small caps, sur les industriels, etc. Oui, et il me semble que les industries, justement, avec la baisse des matières premières, avec l'ajustement complètement le retour à la normale des tensions logistiques mondiales, il n'y en a plus, en gros, les tensions post-Covid ont disparu. Vous avez aussi des pressions sur les salaires qui se font moindres maintenant, donc ça c'est un cocktail qui est pas mauvais pour les valeurs manufacturières, industrielles, donc ça peut peut-être commencer à se stabiliser par là et repartir un peu par là. Donc moi c'est un secteur effectivement qu'on est en train de surveiller parce qu'il y a aussi des sacrés décotes depuis quelques temps, donc bon, ça, voilà. Et même avec une croissance faible sur le plan macro, vous dites la décote de valorisation ou la valorisation de ces secteurs aujourd'hui peut justifier quand même une réappréciation des... oui, et puis surtout, c'est les signaux en amont. Un re-rating, comme on dit. C'est les signaux en amont. Encore une fois, c'est les signaux en amont qui semblent intéressants. Que les matières premières baissent comme ça, oui, on peut dire elles s'inquiètent pour le cycle, mais comme ça a déjà beaucoup ajusté aussi auparavant sur des valeurs chinoises ou autres, et même européennes il y a assez de temps, et allemandes aussi. Regardez le DAX, par exemple, je vais m'arrêter là-dessus. Le DAX, il est archi résilient, alors que c'est typiquement l'indice valeur industrielle tourné vers la Chine et l'Europe. Et pourtant, regardez, après ce rallye monstrueux, il reste à ranger dans ces 25% supérieurs. Donc, si vous voulez lâcher avec un PMI à 39, il aurait dû le faire depuis un bout de temps. S'il ne le fait pas, c'est que probablement on commence à se tourner un petit peu vers peut-être le petit redémarrage très progressif de la Chine dans les mois à venir.
Benoît, qu'est-ce qui vous marque? Comment vous lisez le marché action aujourd'hui, enfin les marchés actions? Il y a un point sur lequel je veux bien vous entendre. Aux États-Unis, le style croissance emporte tout. Du fait de quelques boîtes. En Europe, on a une sous-performance des valeurs de croissance aux 3/4 de cette année 2023. Mais effectivement, et cette polarisation très importante au sein des marchés entre différents segments, on avait toujours l'habitude d'opposer Wall Street et Main Street, mais on voit qu'au sein de Wall Street, il y a plein de choses très, très, très divergentes. On le voit avec les small mid, on le voit aussi à travers les valeurs de croissance américaines versus européennes. En réalité, ça reflète un questionnement, puisque c'est assez extrême, probablement un questionnement sur un véritable changement de régime. C'est-à-dire, est-ce qu'on change de régime en termes de liquidité? Est-ce que, durablement, on va avoir des taux plus élevés, un accès à la liquidité qui est un peu plus cher, plus compliqué, etc. De plus en plus de facteurs s'accumulent allant dans ce sens, pour dire les choses. Non, c'est pas encore une conclusion définitive. Oui, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour mais ça se reflète notamment à travers la prime de risque des marchés actions. Si vous regardez aux États-Unis, la prime de risque, on n'en a plus là. Elle est à zéro. Ouais. Aujourd'hui, elle est à zéro. Donc, c'est-à-dire que, voilà, nous, dans ces conditions, détenir directement des actions alors que vous êtes plus rémunéré par rapport au taux sans risque, ça appelle quand même à une relative prudence. Et effectivement, cette distorsion, elle s'explique d'un point de vue purement micro, c'est-à-dire que les plus grosses sociétés, elles ont pu en plus emprunter, elles sont largement endettées à taux fixe sur des niveaux de taux qui étaient très très faibles. Elles sont extrêmement cash riches et donc placent ce cash à très court terme qui est rémunéré aujourd'hui à plus de 4%. Ce que n'ont pas le luxe de faire les small mid-cap notamment. Et on retrouve ça un peu partout au sein des valeurs de croissance. Effectivement, aux États-Unis, la tech pèse très lourd, c'est très cash riche. Les 5 GAFAM pèsent 20% de la market cap du S&P 500, mais elles détiennent 30% de la liquidité court terme. Ce qui veut dire que cette rémunération, c'est quasiment des SICAV monétaires, quoi. Cette rémunération, c'est une contribution importante au résultat, ce qui n'est pas le cas du reste de la cote. Et c'est pour ça que vous avez une telle divergence où, aux États-Unis, les valeurs de croissance, du fait de ces boîtes de tech favorisées par cette liquidité, elles surperforment de 30% la value, alors que c'est l'inverse, ça sous-performe la croissance par rapport à la value en Europe. Voilà, pour moi, ça reflète, on est à un moment où on n'est pas tous égaux face à l'accès à la liquidité. Il y a des possibilités de changement de régime qui sont reflétées à travers ces extrêmes de marché. Tant qu'on n'aura pas la certitude qu'on a changé de régime, je ne suis pas sûr que ça restera comme ça. Si on n'anticipe pas un changement de régime, il y aura à un moment un phénomène de retour à la moyenne. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend des résultats? Parce que ça va être la période clé, là, avec les résultats du troisième trimestre. LVMH la semaine prochaine, je crois, mardi, c'est ça. Et puis les banques américaines vendredi prochain qui ouvriront le bal. Ça va permettre de redonner peut-être un peu de consistance ou de crédibilité ou de légitimité aux valorisations de marché avec les nouvelles publications de bénéfices par action et puis les perspectives que les entreprises voudront bien donner aux analystes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même bien. Depuis 2 mois, depuis les publications du premier semestre, on a des révisions haussières des BPA, que ce soit aux États-Unis ou en zone économique européenne. Aux États-Unis, on attend une croissance des IPS aux alentours de 6% pour cette année, 12% l'année prochaine. En zone économique européenne, on est neutre. À 0% cette année, à 6%. Donc le schéma semble quand même assez sympa en termes de publication et de potentiel de publication. On n'attend pas de mauvais messages sur le T3, enfin, en tout cas de mauvais résultats sur le T3. Par contre, ce qui va être important, ça va être un petit peu comment ils vont guider pour la fin d'année. Enfin, clairement, on le voit aujourd'hui sur quelques pans de la cote. On l'a vu avec des petits accidents un lundi à Saint-Gobain où on a quand même une baisse assez importante sur le marché. On a Puma hier. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui les IR qui communiquent souvent avec... Donc Investor Relation, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'ils ont dit Puma? J'ai pas vu. Qui communiquent beaucoup donc avec les sell side et ils disent ils revoient un petit peu à la baisse leurs attentes. Aujourd'hui, on pilote les anticipations là en vue de la période de résultats. Mais ça touche un pan de la cote. LVMH, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le marché reprend un petit peu? Est-ce que l'Amérique du Nord tient, notamment sur la partie spiritueux qui avait été quand même un peu accidentogène sur le T2, et on va voir un petit peu sur toute la partie sur la partie bancaire qui a des révisions assez impressionnantes depuis le début de l'année, et les majors pétrolières qui ont pour le coup des révisions assez importantes à la baisse de pratiquement 20%. Et on va voir ce que ça donne, parce que pour le coup les barils de pétrole a remonté, des marges de raffinage vont revenir quand même de façon assez intéressante. Vous l'avez vu, un Total qu'il a fait peut-être en termes de communication, c'était peut-être pas génial, mais en tout cas a annoncé des programmes de rachat bien plus importants que ce qui était attendu. On était à 2, on passe à 8 milliards. Donc c'est quand même assez important et c'est des valeurs qui nous intéressent, et on va voir un petit peu la livraison de publications sur cette typologie de valeurs. Le luxe, là, il faut faire attention, graphiquement parlant, techniquement parlant ou pas, Alexandre?
Le risque, si on devait chercher un point un peu extrême, ce serait la zone des 600, ça va faire le point de départ, des vagues du rallye sur la réouverture de la Chine, où on a vraiment jailli à cet endroit-là. Donc le risque un peu extrême, c'est 600, et ça donnerait justement, probablement, si on allait chercher ce niveau-là, qui n'est pas impossible, ça pourrait valoir aussi un Hermès qui se rapprocherait des zones plus proches de 2005, ce qui ne serait pas dingue non plus. Ça vaudrait dire un cas qui irait revisiter probablement ses plus bas de mars, lors du stress bancaire américain, vers 6008, peut-être un peu en dessous. Mais ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'après, il y a une densité de zones techniques. Et puis après, il y a les niveaux de valorisation aussi, parce que finalement, le CAC, les multiples ont quand même pas mal dégrossi. On est à plus de 15 fois après le rallye du début d'année. On est sous les 13 fois maintenant. Si on commence à lâcher vers 6008, 6007, ce qui n'est pas impossible, vous commencez à taper des valos en dessous de 12 fois. C'est-à-dire, on est sur des moyennes. J'ai pas regardé pour l'Europe exactement, mais pour les États-Unis, ça correspond, on revient sur la moyenne 10 ans. Donc en Europe, à un moment donné, on n'y est pas loin non plus. C'est pas. Autant il y a du cash effectivement à côté à 4%, mais vous avez quand même des trous d'air de 20 à 30% sur du luxe. Enfin, je ne sais pas Jérôme, mais je pense qu'il qui commence à grandir. Oui, je comprends. Hier, c'était un gérant pour le coup, donc sur Rémi Cointreau, on peut en parler avec vous, et il me disait à moins de 20 sur le PE de Rémi Cointreau pour les estimés de 2023, c'est une fois dans la vie que vous voyez Rémi Cointreau à moins de 20 de PE. Vous confirmez? On regardait hier, ça tournait, on regardait tous, on a tous vu cette info, on regardait sur 5 ans, donc on est toujours au-dessus, sur 10 ans on est toujours au-dessus, mais sur la moyenne historique de 20 ans, on retombe à 20 fois de PE. Donc en gros, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une opportunité importante, en tout cas, à regarder. En tout cas, c'est des dossiers qu'on redécouvre, qu'on réouvre avec plaisir, et de voir aujourd'hui quand vous avez une baisse de pratiquement 30% du point haut d'avril, clairement, post-publi T1, à aujourd'hui, de voir un petit peu ce que ça donne, et les valorisations, comme vous le dites, sur Rémi, qui est quand même, en termes de croissance et en termes de niveau de marge, la darling sur la partie spiritueux. Le point à souligner, ça va être la publication, je crois qu'il est le 24 octobre, ça va être voir un petit peu le message qui va être donné, et quand même, on a un peu tous peur qu'il y ait un profit warning sur Rémi, et c'est ça qu'il va falloir regarder, surveiller. Donc on ne touchera pas au dossier avant la publication pour en savoir un peu plus, mais à titre d'exemple, le consensus attend une décroissance du chiffre d'affaires à moins 4% et une décroissance de l'EBIT à moins 33%. C'est le consensus, et l'espace, l'intervalle, l'écart type est assez important. Donc on regarde, on reprend le dossier en main et de suivre un petit peu la publication. C'est dans la watchlist, quoi. Oui, bien sûr. Rémi, Pernod, Digeo, et après d'autres aux États-Unis aussi qui sont intéressantes. Vous avez évoqué le secteur des staples tout à l'heure. Alors si on peut regarder ce qui se passe au-delà de Rémi Cointreau, mais le secteur food and beverage, comme on dit, là on a vu, alors c'est pas un secteur qui fait formidablement bien cette année, pour dire les choses, mais on a vu tout au long de la semaine Coca, Pepsi, c'était des baisses marquées hier, Nestlé, Lindt en Suisse, etc., qui baissent fort encore aujourd'hui, parce que la lutte contre l'obésité est peut-être en train de changer de dimension. En tout cas, c'est le lien que moi je veux bien faire, que certains analystes font aujourd'hui. On a beaucoup raconté l'histoire des nouveaux traitements contre l'obésité, Novo Nordisk étant un groupe fer de lance sur le sujet. C'est une histoire qu'on a beaucoup racontée, et il s'avère que les gens sous traitement aujourd'hui de Wegovy ou d'Ozempic, au-delà de l'effet satiété que ça procure, perdent du poids, ont peut-être moins de risques d'accident cardiaque demain, et peut-être, en fonction des études à venir, moins de risques de comorbidité liées à l'obésité. Ces gens-là, nous disait hier le patron de Walmart, ils achètent moins de cochonneries. Exactement. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le patron de Walmart qui l'a dit, évidemment. Et donc, il y a tout le secteur qui est en train de stresser sur cette histoire, mais qui est peut-être une révolution majeure. Tout à fait. Clairement, aujourd'hui, le CEO de Walmart a dit, il n'a pas dit sur les mêmes mots, mais ils sont à la recherche de baisse du panier moyen en termes de calories. Clairement, donc c'est cela. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est assez simple, c'est que vous avez donc une croissance des médicaments de Novo Nordisk, Ozempic, pour les raisons que vous avez dites, une croissance de 200% sur les 2 dernières années. Ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, ce que Walmart a dit, c'est une baisse du panier moyen aujourd'hui dans les magasins Walmart, parce que beaucoup... Pour les gens sous traitement, et on parle bien de la population qui est sous traitement et qui suit ces traitements. C'est des traitements qui permettent de traiter l'obésité comme une maladie chronique. C'est pas les coupes-fins d'il y a encore quelques années. On parle d'Ozempic, Wegovy. Voilà, c'est ça. Ça monte. C'est une nouvelle classe de traitement qui est en train d'arriver sur le marché, là. Donc, sont la recherche de baisse de calories. On a des baisses aujourd'hui de vente marquées sur les produits comme PepsiCo, Coca, Nestlé, toutes ces marques-là. Ça, c'est impressionnant, et c'est pour nous,
tout cas, on constate que c'est un début de changement de tendance. Et on n'en est qu'au début de l'histoire. Et quand on voit le parcours boursier aussi, donc on a la sortie et l'annonce de Novo Nordisk fin juillet. Et c'est là où on a toutes les staples, les Coca, les Pepsi qui perdent quasi 10%. C'est ça. On a c'est un peu comme l'IA, ChatGPT qui sort, boum, toutes les boîtes de services informatiques qui commencent à se casser la gueule parce qu'ils se disent que le code, ça se fera tout seul, etc. Non, mais c'est exactement le même phénomène. Cette tendance de consommation est peut-être plus prenante, en tout cas, et plus compréhensible, en tout cas en l'état actuel, pour les marchés financiers, pour nous gérants, en termes d'aborder un cas d'investissement sur cette thématique-là, clairement. Et c'est des groupes qui sont prêts à la révolution de la lutte contre l'obésité. Ils ont tous des gammes d'ailleurs, j'imagine. Enfin, c'est le côté malbouffe, ça fait un moment qu'ils traitent le sujet. Mais visiblement, le marché estime qu'il faut mettre une prime de risque sur le sucre et les calories, quoi. Vous l'avez vu, Coca l'a fait. Donc vous avez vu Coca rouge, light, oui. dessus. Mais après, est-ce qu'on a les bienfaits Les études encore ne sont pas forcément très avancées. Mais oui, ils ont fait le travail. Mais pour lutter contre ça, ça va quand même être très difficile, je pense. Et aujourd'hui, on le voit quand on a une Nestlé qui passe sous les 100 francs-suisses. Enfin voilà, c'est quand même un message important qui est lancé à la communauté. C'est qu'il y a une pression, quoi. Exactement. Et ça donne de l'intérêt au cas d'investissement sur la base de ces valorisations-là ou c'était devenu très cher quand même. Oui, alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les staples sont traités pratiquement à 29 fois. C'était plus cher que les GAFAM. Aujourd'hui, on est revenu à 24 fois sur les Pepsi, sur les Coca. McDo n'a pas trop bougé sur l'annonce hier, donc c'est pas toujours, c'est pas encore bon marché malgré une baisse de 16% sur les marchés. En tout cas, en termes de traitement de valorisation et l'observation que l'on fait à l'état actuel, à contrario de certains acteurs en zone économique européenne. Moi, le sujet me passionne. Non, mais il y a des signaux faibles d'une révolution. Alors, on parle beaucoup de l'IA, de la productivité, etc. Mais c'est exact. Et c'est même peut-être plus. Enfin, un Américain sur deux qui est en situation d'obésité morbide au sens médical du terme, 70% en surpoids. Enfin, tous ces chiffres sont connus. C'est une tendance lourde et qui même semble se développer dans des pays émergents. Mexique est touché par l'obésité énormément. La Chine peut-être demain, etc. Enfin, ça pose des questions pour le marché du travail, la population active est laminée par des questions de santé aux États-Unis depuis des années. Si ça génère justement des mouvements de marché comme ça, c'est qu'il y a effectivement un potentiel. Alors le lien est compliqué. C'est vrai qu'on fait une corrélation là entre la baisse des cours de bourse, les déclarations du patron de Walmart. C'est vrai que c'est difficile de quantifier quelle est la prime de risque sur le sucre que le marché est en train de mettre. Mais il y a un signal un peu faible, je trouve, derrière ça. On peut raccrocher ça à tout notre discours macro sur le marché du travail, etc. C'est un peu comme l'intelligence artificielle et l'impact que ça peut avoir sur les gains de productivité. Tout le monde pense maintenant qu'à cause du vieillissement, on aura moins de travailleurs, une population en âge de travailler moins importante, et donc du coup, des pénuries, etc. Si on arrive à faire une meilleure productivité grâce à l'intelligence artificielle et on a une force de travail en meilleure santé grâce à ce type de choses, ça a un réel impact en réalité sur des équilibres macro. Donc s'il y a de tels mouvements de marché, c'est que probablement le marché y voit quelque chose qui est absolument pas négligeable sur des équilibres qui peuvent être importants. Bon, quelle attitude on adopte pour investir aujourd'hui, garder la parole, Benoît, puis tour de table Nous, d'un point de vue, je dirais, stratégique, on est toujours relativement prudent parce qu'on pense que la vraie histoire, c'est le freinage substantiel nécessaire de l'économie pour rétablir l'équilibre des prix. Après, c'est vrai que d'un point de vue purement tactique, on peut entrevoir un peu de stabilisation. Les indices actions sont 8% plus bas par rapport aux points hauts qui ont été faits récemment. Paradoxalement, sous l'effet d'un news flow macro qui n'est pas génial. Enfin, la problématique du shutdown, la reprise de paiement aux États-Unis sur les prêts étudiants, qui n'est pas négligeable, ça pourrait coûter 0,2 points de PIB. Le shutdown, on estime que c'est 0,1-0,2 points de PIB par semaine de shutdown, donc on peut imaginer que ce n'est pas négligeable. Cet environnement-là peut paradoxalement calmer les hausses de taux, ce qui pourrait plaire justement d'un point de vue transitoire au marché action. Après, au-delà de ça, effectivement, d'un point de vue plus stratégique, on reste relativement prudent. Pour cette raison où c'est difficile d'éviter prime de risque sur les actions aujourd'hui aux États-Unis, c'est zéro. Voilà, il y a quand même donc pour nous risques et périls, quoi. C'est ça que ça veut dire. Exposé au marché action, alors qu'il y a un freinage économique du cycle devant nous pour zéro prime par rapport au taux sans risque, c'est quand même compliqué. Alexandre. Je rebondis sur le propos de Benoît. C'est vrai que, et tout à l'heure, on parle de la coupe de taux avec cette repontification. C'est vrai que si on anticipe des chiffres moins bons sur la consommation et des datas qui, espérons-le pour la Fed aussi, soient un peu plus cool d'ici la fin de l'année, il y a l'aspect dollar qu'il faut surveiller de près parce que le dollar, il y a eu deux grosses phases. Toute l'année dernière, c'était le rallye monstrueux du dollar, valeur refuge, risk-off, etc. Plus faiblesse de l'euro, faiblesse de la Chine. Donc, pour moi, le pic force dollar, il était sur le point bas fait de l'euro-dollar à 0,95, qui correspond au point bas des marchés actions, etc. Rebond derrière.
un peu trop fort, l'Europe qui faiblit ensuite, PMI, etc., qui commence à se contracter. Mais pour revoir les 0,95, il va falloir des choses en province des États-Unis encore plus costauds que ce qu'on a eu cet après-midi. Ça paraît peu probable. Toute chose égale par ailleurs, vous dites la parité, pour l'instant, c'est pas un objectif qu'il faut se fixer aujourd'hui en termes d'investissement. Si on y allait, ce serait vraiment une capitulation de l'euro-dollar à la baisse avant de repartir un peu. Et donc, on va surveiller ça aussi pour l'aspect un peu émergent, tous ces actifs-là, parce que vous regardez les indices MSCI, Emerging Market ou autres, ils sont en plus sur des très gros niveaux techniques. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique qui commence à rentrer en compte. Si la Chine se stabilise un peu, que le dollar faiblit un peu, il peut y avoir des trucs sympas. Commence à lorgner sur les émergents. Et puis aussi sur l'aspect, on voit, tiens, aujourd'hui, par exemple, les métaux. L'argent rebondit un peu, l'or rebondit un peu, malgré un gros chiffre. Et ça, on voit que c'est parce que les taux courts, notamment, n'ont pas trop, spiké, sont retombés, que derrière, ça repart un peu sur les métaux. Donc peut-être que le dollar commence à avoir une zone un petit peu pivot, et ça, c'est à surveiller, je pense. Ouais, on n'a pas refait de top sur le dollar, là, je crois, sur cette journée. Pour conclure avec vous sur la philosophie d'investissement aujourd'hui, pour vous, Arnaud. Sur un mandat équilibré, aujourd'hui, on est neutre action, on est surpondéré sur la partie monétaire, on est surtout sur du short duration, et on ne touche pas trop à yield, on le voit, les spreads, ils ont pas de... Ça a commencé à se réécarter un peu quand même. Ouais, un petit peu. Voilà, aujourd'hui, c'est cher. Aujourd'hui, vous avez un rendement à 5,5, vous avez du monétaire à 4. C'est ça. Alors, le coût de rendement des risques n'est pas là. Donc, après, des opportunités sur le stock picking, comme je pense qu'on aura les opportunités. Avec les résultats qui arrivent, oui, bien sûr. Tout à fait. On verra la dispersion que ça peut générer, la séquence de publication qui commence la semaine prochaine. LVMH mardi soir, et puis les banques américaines vendredi prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Benoît Pelloual avec nous, CIO de Natixis Wealth Management, Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour détailler, décrypter un cas d'investissement. C'est Nicolas Decaux qui est avec nous ce soir en plateau, gérant chez Clartan. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le cas qu'on développe avec vous ce soir, je pense que ça restera le cas de l'année 2023, le cas Nvidia. Nicolas, tout le monde a entendu parler de Nvidia aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir qu'on ne sait pas forcément d'Nvidia, qui, avant le développement de l'IA générative, était très connu d'un nombre limité de personnes. Et historiquement, c'était même les gamers, c'est ça, qui connaissaient Nvidia avant les autres. Exactement. Donc Nvidia, c'est une société qui a été créée il y a 30 ans. Elle fête ses 30 bougies cette année, 1993, par un certain Jensen Huang, qui est toujours son président. Et en fait, c'était un concepteur de microprocesseurs, Jensen Huang. Il s'est mis à son compte. Et en fait, 1993, c'est le moment où... alors ça, c'est les plus anciens d'entre nous s'en souviendront. Moi, j'étais collégien. C'est le moment où le jeu Doom est sorti. Pareil. Et Doom... Et la particularité de Doom, c'était que c'était le premier jeu en 3D. Donc c'était ce qu'on appelle un shooter. Avant, il y avait des jeux en 2D. Il y avait la Game Boy qui était sortie à la fin des années 80, et on avait Super Mario qui se baladait en 2 dimensions. Et donc ça demandait pas énormément de capacité de calcul du processeur, mais en 3D, quand on se met à la place du pilote, entre guillemets, en fait, le paysage bouge, et ça demandait énormément de capacité de calcul. Et Jensen s'est dit, il y avait plein d'autres startups à l'époque qui essayaient de faire la même chose. Il s'est dit, on va essayer de faire des microprocesseurs qui sont spécialement faits pour ça. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait des cartes graphiques. Alors le premier succès de la société, c'est en 1999, la GeForce 256, qui en fait s'ajoutait, c'était à l'époque on pouvait monter ces PC, alors moi quand j'étais étudiant c'est ce que j'ai fait une fois, donc vous achetiez les PC par bout, vous achetiez la carte graphique, vous la glissiez dans l'unité centrale, après il fallait installer les drivers, et là si vous vouliez jouer au jeu de shooter, le jeu de shooter à la fin des années 90, début des années 2000, c'était plutôt Counter-Strike, le truc à la mode, il fallait absolument avoir une carte graphique Nvidia que vous alliez acheter dans le 13e chez les spécialistes. Oui, bien sûr. Et bon, donc c'était vraiment un petit microcosme, les gens qui avaient utilisé des cartes graphiques Nvidia. Et donc ils sont restés dans ce segment-là. En 2006, ils se sont lancés dans quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'ils ont inventé un langage de programmation fait optimisé pour leur carte graphique qui s'appelle CUDA, et qui est aujourd'hui un de leurs gros avantages compétitifs. C'est que ça s'est développé depuis maintenant presque 20 ans. Et donc, à chaque fois que quelqu'un utilise une carte graphique Nvidia, il y a un langage exprès qui rend l'utilisation extrêmement efficace. Et donc là, c'est toujours utilisé que pour le gaming, jusque dans les années 2010.
première rupture, 2012. Alors, ça n'a pas eu d'impact tout de suite sur NVIDIA, mais il y a eu un événement très important, c'est qu'il y avait un concours qui s'appelait le concours ImageNet. Donc, ImageNet, c'était une banque de données d'images. Et il y avait un concours d'algorithmes mondial où on disait venez avec votre algorithme et essayez de faire de la reconnaissance d'images. Dites-nous si sur l'image il y a une voiture ou un chat ou un cheval. Et les algorithmes faisaient en 2010-2011 entre 28 et 50% d'erreurs. Sachant qu'un humain fait à peu près 5% d'erreurs. D'accord. En 2012, arrive une équipe, je crois que c'était des Canadiens, qui ont utilisé un algorithme différent, qui était plus par force brute, mais qui était un algorithme d'intelligence artificielle, qui avait été entraîné sur des cartes graphiques NVIDIA. Et qui arrive et qui fait 16% et le deuxième fait 27%. Donc ils mettent le deuxième à 3 longueurs derrière. 3 longueurs derrière. L'année suivante, à partir de 2013, tout le monde était passé aux algorithmes d'intelligence artificielle, réseau de neurones profonds. Et donc, on utilise les cartes graphiques. En fait, il y a une utilisation qui n'avait pas du tout été prévue par NVIDIA au départ. C'est ça qui et alors, la raison pour laquelle ça marchait très bien, c'est qu'en fait, une carte graphique, c'est fait pour faire des calculs en parallèle. C'est-à-dire un CPU, un Pentium d'Intel dans les années 90, ça fait des calculs en séquentiel. Ça fait les choses une par une. Une carte graphique, c'est fait pour faire plein de calculs très simples, mais en même temps. Et en fait, dans ces réseaux de neurones profonds, c'est exactement ce qu'on veut. On veut faire plein de choses en même temps, mais des choses très simples. Et donc, c'était vraiment optimisé pour ça. Ensuite, deuxième fait notable... Et ça veut dire quand même, à ce moment-là, l'utilisation des cartes graphiques NVIDIA dans l'IA, c'est venu des utilisateurs de ces cartes graphiques. C'est pas NVIDIA qui a dit tiens. C'est venu des utilisateurs. C'est ça qui est dingue. C'est pas du tout venu de NVIDIA. Et NVIDIA s'est adapté. C'est la demande qui a fait pivoter NVIDIA. Mais NVIDIA avait quand même les meilleurs produits, les meilleurs services, parce qu'il y avait plein de concurrence quand même. Donc ensuite, dans l'intelligence artificielle, la suite, je dirais que c'est 2016, au moment où l'équipe de DeepMind, qui avait été rachetée par Google, challenge Lee Sedol, qui était le champion du monde, 18 fois champion du monde de jeu de Go. Donc les ordinateurs n'avaient jamais réussi à battre le champion sur du monde de jeu de Go. Les échecs, ça avait déjà été fait, c'est ça, mais sur le jeu de Go, jamais. Ça avait été fait par IBM dans les années 90, parce qu'en fait, on y arrivait par force brute. Mais le jeu de Go, c'est une complexité supplémentaire. Je crois qu'il y a 10 puissance 360 parties possibles, et il y a 10 puissance 130 atomes dans l'univers. Donc, on ne peut pas le faire par force brute, et donc il faut le faire de façon intelligente. Et la façon intelligente que les réseaux de neurones utilisent, c'est qu'ils font un peu des petits coups de sonde. Ils regardent, si je fais comme ça un peu par hasard, est-ce que j'ai une chance de gagner? Et si j'ai une chance de gagner, je vais aller creuser autour, entre guillemets. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement efficace. Et donc, ils ont battu le champion du monde, Lee Sedol. Et depuis, ils sont devenus absolument imbattables. Et c'est là que beaucoup de gens se sont dit, ah oui, c'est quand même... on a quand même franchi une étape particulière. Depuis Doom, oui, effectivement. Voilà, depuis Doom. Et donc, on arrive à 2022. Où là, la sortie de ChatGPT, novembre. Et là encore, en fait, c'est des réseaux de neurones profonds, c'est une mathématisation du langage, et les cartes graphiques sont extrêmement efficaces parce que en fait, on a des vecteurs, des matrices, on fait des multiplications de matrices, on fait plein d'additions et de multiplications simples, mais les unes à la suite des autres, et il faut absolument pouvoir le faire en parallèle. Les cartes graphiques, c'est juste 10 à 100 fois plus efficace que les CPU. Et donc, tout ça, ça tourne sur des cartes graphiques et sur des cartes graphiques NVIDIA. Ensuite, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis ChatGPT il y a maintenant presque un an? C'est que tout le monde s'est dit, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Et les sociétés, les cloud providers, les sociétés de cloud, donc Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, Meta et Oracle, se sont dit il faut qu'on équipe nos data centers avec des cartes graphiques de NVIDIA. Donc en fait maintenant c'est des cartes graphiques agglomérées. La dernière, la H100, elle pèse 35 kilos. Bien sûr, c'est plus le petit truc qu'on glisse dans son ordi, bien sûr. J'imagine. Et ils arrivent et ils disent à NVIDIA j'en voudrais 15 000. Donc voilà, c'est un chèque d'1,5 milliard et on installe tout ça et c'est ce qui se passe depuis un an. Et le chiffre d'affaires de NVIDIA a absolument explosé dans la division data center. Reléguant la partie carte graphique dédiée au gaming à quelque chose de marginal aujourd'hui. Relativement marginal, ouais. Pour vous donner une idée, là, ce trimestre, sur le gaming, on est autour de 2,5 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et sur la partie data center, on va être autour de 13. C'est-à-dire ils attendent 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3 et 13.
Donc, oui, ça change complètement la structure commerciale de l'entreprise. Deux questions par rapport à ça. C'est plus les mêmes clients. C'est-à-dire que là où il y a 20 ans, c'était le gamer du coin, effectivement, qui allait acheter sa carte graphique dans le 13e. Là, c'est les plus grosses firmes mondiales de services informatiques, de cloud providing, etc. Donc, un rapport de commercial peut être un peu différent. Et l'autre question, la barrière technologique, enfin, la barrière à l'entrée. Est-ce qu'après des années de course à l'innovation dans ce secteur-là, est-ce que Nvidia est encore loin devant par rapport à des concurrents qui chercheraient quand même à rentrer sur ce marché? Alors, je vais commencer par la deuxième. Sur la barrière à l'entrée, je pense que Nvidia est leader et reste leader et il continue à avancer. Alors, ils ont plusieurs avantages compétitifs. Premier avantage, c'est que déjà, ils ont du savoir-faire pour designer ces cartes graphiques. Ils ne les fabriquent pas. Ils sont ce qu'on appelle fabless. Donc, ils font que du design. Tout est construit chez TSMC à Taïwan et ils ont une très très bonne relation avec TSMC. Ils ont de la capacité réservée à TSMC, ce que n'ont pas forcément les autres ou pas dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont le langage CUDA qui est pour les utilisateurs extrêmement utile et que AMD, son concurrent le plus direct, n'a pas d'équivalent. Ils sont en train d'essayer de le faire, mais pour l'instant, je dirais qu'NVIDIA a vraiment beaucoup d'avance parce qu'ils ont commencé dès 2006. Un troisième élément, en 2019, ils ont racheté une société israélienne qui s'appelle Mellanox. À l'époque, personne n'a compris pourquoi ils s'étaient jetés dessus, alors qu'il y avait d'autres personnes qui cherchaient à la racheter. Et en fait, Mellanox fait des câbles pour connecter les serveurs dans les data centers. Et Jensen dit que ça a une efficacité, en fait, ça permet de câbler plus vite. C'est une technologie qui s'appelle InfiniBand, plutôt que le câble Ethernet que vous connaissez. Bien sûr. Il dit que c'est 15 à 20% plus efficace. Et pour un data center, 15 à 20% plus efficace, ça revient à un coût 15 à 20% moins cher. Donc, ils sont quand même bien positionnés en avance. ChatGPT, ça a été entraîné avec le A100, qui était du 7 nanomètres. Le H100 actuellement, qui sont en train de livrer par caisson, là on est sur du 5 nanomètres. Et fin 2024, ils vont sortir le B100 qui sera du 3 nanomètres. Donc il ne reste pas statique. Il y a je comprends. Voilà, il y a si la concurrence bouge, eux avancent aussi. Il y a tellement de demandes que la concurrence va bouger, mais ils gardent une avance. Pour la suite, alors... Ils ne discutent plus avec les mêmes personnes. Ils ne discutent plus avec les mêmes personnes. C'est pas tout à fait pareil de discuter avec un gamer qui va acheter sa petite carte, qui valait quand même, ça pouvait valoir 2 000 €. Oui. Donc c'était pas. Puis ils ont créé une marque dès le départ. Dès le départ. Mais c'était à prendre ou à laisser quand on fait du B2C, du business to customer, quand on va vers le client final, c'est à prendre ou à laisser. Là, on parle à 5. Quasiment les 5 plus grosses sociétés mondiales. On a affaire à des professionnels. On parle de milliards d'investissements. Il y a 10 avocats, un contrat de 300 pages. On va voir la page 247. S'il y a l'année 5, est-ce qu'on est bien d'accord? Et en fait, la question, c'est qu'aujourd'hui, tous ces cloud providers se sont dit il faut qu'on investisse tout de suite, il faut qu'on soit les premiers. Et donc ils ont en fait ils ont tout commandé quoi. Ils ont tout commandé, bien sûr. Une capacité financière quasiment illimitée. Infini. Et donc pour l'instant ils avalent tout. D'accord. Et donc résultat, personne d'autre ne peut en avoir. Et puis ça a fait monter les prix puisque Nvidia fait des marges de 70%, donc des marges absolument exceptionnelles. Le risque en fait maintenant, c'est que pour justifier ces investissements, il va falloir qu'il y ait une utilisation qui aille avec. Alors la première... là, ils ont fait des stocks, vous dites? Non, ils ont équipé les data centers. Ils vont utiliser leur logiciel d'intelligence artificielle à eux, mais ils vont aussi l'ouvrir pour toutes les startups qui veulent entraîner des modèles et qui vont en fait louer du temps de calcul à l'heure. Donc ça, on va voir s'il y a de la demande. A priori, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de capital. Bon, si vous êtes une start-up d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous ne vous faites pas financer par du capital risque si vous n'avez pas garanti du temps de location de cartes graphiques dans les data centers. Ça va avec. Mais Microsoft va sortir son copilote le 1er novembre. Donc maintenant, c'est tout prêt. Et ça, c'est un produit de Microsoft. Ils ont utilisé ChatGPT. C'est une adaptation de ChatGPT à la suite Microsoft Office. Et là, ça va être un peu, je dirais pas le moment de vérité, mais il ne faut pas que ça déçoive. Parce que si ça déçoit, tout le monde va se dire, en fait, on va aller moins vite que prévu. Oui, bien sûr. Non, mais on est dans Non, mais d'où la question, parce qu'il nous reste 30 secondes, Nicolas. $450 ou $455 là, pour le cours de bourse d'NVIDIA au moment où on se parle. C'est cher, c'est pas cher. Comment vous avez géré la position chez Clartan? Alors nous, on en avait acheté à la fin de l'année dernière. Donc, ça a très bien marché.
mais on n'avait pas prévu l'explosion. Donc on se retrouve avec un... Pas dans cette ampleur. Pas dans cette ampleur. C'est ça. Non, on avait prévu que ça montrait, mais pas dans cette ampleur. Personne, je crois. Donc là, on se retrouve avec un titre où en fait les risques sont... ça peut aller des deux côtés. D'accord. À 10 ans... C'est ce que vous disiez, on peut avoir des petites... Si jamais les trajectoires commerciales sont pas linéaires telles qu'on l'imagine... Voilà, tout le monde s'est tellement excité dessus que s'il y a la moindre déception, ça peut tout de suite être moins 10, moins 15, moins 20 le lendemain matin. Donc du coup, nous, on a fortement allégé nos positions, on a pris nos gains, mais pas parce qu'on n'aime pas la société, bien sûr, on va continuer à l'adorer, on reviendra probablement sur le titre, mais simplement, on trouve que le rapport risque sur rendement espéré, il est beaucoup plus équilibré que ce qu'il était avant, et voire on en a des meilleurs dans d'autres sociétés à côté. C'est quoi là? Il y a 6-9 mois, un peu d'incertitude, vous dites, pour le cours de bourse, je parle du cours de bourse d'NVIDIA. On verra, il faut voir, il n'y a pas de loi, on va voir les événements. Moi, l'événement que j'attends, c'est comment Copilot 365 va être accueilli. Parce que si ça fait un flop, ou si les gens se disent mais c'est plus compliqué à utiliser que ce que j'avais prévu, ça va refroidir... temporairement, ça va refroidir les gens. Et après, ça reviendra. C'est l'histoire d'une révolution. Voilà, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir détaillé pour nous l'histoire d'NVIDIA et le cas d'investissement aujourd'hui. Nicolas Decaux, gérant chez Clartan Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.